Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors, je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. Là, j'enregistre ce nouvel épisode 2 jours après les 1 an de Fleur. Donc j'avais très envie finalement d'enregistrer une note vocale comme un bilan de cette première année de maternité en répondant à vos questions. Donc d'ailleurs, merci beaucoup pour toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vais répondre à ces questions qu'on n'ose peut-être pas toujours poser et surtout, je vais vous donner mes réponses, mais je vais vous donner des réponses qu'on n'ose pas toujours dire, je crois. Est-ce que tu t'es sentie assez préparée pour le jour de ton accouchement ? J'ai fait les cours de préparation à l'accouchement et il y a une partie de moi qui a envie de dire que ça n'a servi à rien. Je m'explique. Vraiment, le jour J, moi j'étais dans un lâcher-prise total, donc les hormones ont très vite pris le dessus, donc j'ai senti que les choses se sont fait comme instinctivement, naturellement, et j'ai vraiment écouté le personnel médical, donc j'ai été guidée, on m'a expliqué les choses, donc tout s'est fait le jour J, et il y a tellement de scénarios possibles que finalement, comment est-ce qu'on peut se préparer réellement ? Et en même temps, grâce à ces cours de préparation à l'accouchement, je suis convaincue que c'est aussi pour ça que je suis arrivée dans ce bon mood. Les cours de préparation à l'accouchement et cette BD, La naissance, découvrez vos super pouvoirs. Elle est super pour, je trouve, avoir un œil différent sur la maternité, l'accouchement, etc. Que j'ai terminé littéralement le jour où je suis partie à l'hôpital. Et ça aussi, ça m'a mis dans un bon mood. Mais voilà, les cours sont là aussi pour nous expliquer plein de cas de figure, nous expliquer plein de choses. Et c'est aussi grâce à ça que je suis arrivée confiante, pas complètement ignorante. Moi, j'avais besoin de savoir plein de choses. Me préparer aussi à différents cas de figure, même si on ne sait pas ce qui va se passer le jour J. Et je crois que dans un sens, c'est bien de se préparer, surtout qu'il y a beaucoup de femmes, je pense, qui ont besoin d'être dans le contrôle, de savoir, ça les rassure. Donc faites-le, écoutez-vous si vous en avez besoin, mais soyez prête aussi à tout mettre de côté et vous laisser faire le jour J à l'hôpital ou à la clinique. Et ce sera d'ailleurs le seul conseil de cet épisode. S'il y a bien quelque chose qui m'a aidé durant la grossesse, le jour de l'accouchement, à la maternité et cette première année, c'est le lâcher prise. Vraiment, ne pas être dans le contrôle et non, on n'est jamais préparé à rien. Mais tout se passe bien en se faisant confiance, vraiment. Qu'est-ce qu'on ne t'a pas dit et que tu as le plus adoré ou qui t'aurait vraiment épaté ? Je pourrais répondre à beaucoup de choses parce que finalement, c'est génial sur les réseaux sociaux de casser les tabous, de vraiment raconter les choses, etc. Mais des fois, ça dépeint un tableau, je trouve, un petit peu noir, un petit peu angoissant. Il y a aussi beaucoup de très belles choses positives dans la maternité. Et l'une d'entre elles qui m'a vraiment, j'aime ce mot, épaté, c'est à quel point le corps peut se remettre. Alors là aussi, on n'est pas toutes égales et j'en suis désolée. Je vais vraiment raconter mon expérience. Mais encore une fois, si ça peut ressembler à votre expérience, et si ça peut vous rassurer, tant mieux. J'ai trouvé ça incroyable. Comme le corps se remet, c'est-à-dire qu'une fois que tu as accouché, c'est quelque chose de fatigant. Moi, personnellement, j'ai eu des points intérieurs, extérieurs. J'avais l'impression que je ne remarcherais jamais, que je ne me réassirais jamais sur mes propres fesses. Et c'est fou de se dire que... Alors, tout ne se remet pas en place, on en reparlera un petit peu plus tard, la sexualité, etc. Mais vraiment, le corps lui-même, cicatrisation, etc. J'ai trouvé ça incroyable. À quel point il se remet bien et à quel point il se remet vite. Épaté, c'est le mot. Quelle est la période qui t'a paru la plus difficile ? C'est pas évident de répondre 1 an après parce que, sachez-le, tout passe et on oublie beaucoup de choses. Donc là, j'aurais presque envie de dire, je sais pas, rien n'a été difficile, non ? Bon, la période la plus difficile, au final, ce qui m'a quand même un peu plus marqué, c'est plus quand j'étais enceinte. Les débuts avec la peur de, est-ce que le bébé est en bonne santé ? Tu le sens pas encore bouger ? Est-ce que, franchement, on va se dire les choses, à chaque fois que j'allais aux toilettes, je regardais dans la cuvette, je regardais dans ma culotte, est-ce que je perds du sang ? J'ai trouvé ça quand même lourd d'être inquiète comme ça tous les jours. Et à un moment, enfin, tu oses y croire et tout ça. Enfin, moi, je sais qu'à un moment, j'ai arrêté d'être dans l'angoisse et la psychose et c'est cool, quoi. Et du coup, j'ai trouvé les premiers mois, c'est long d'attendre la prochaine écho, etc. Donc voilà. Et ensuite, pour ma part, à 29 semaines, on a eu très peur que j'accouche prématurément et j'ai été alitée strictement pendant bien 5 semaines. Bon, là aussi, t'as peur pour ton bébé, pas du tout pour toi, mais t'as peur pour ton bébé. C'est même pas que je m'ennuyais, etc. parce que j'ai accepté complètement mon sort, je savais pourquoi je le faisais, je savais pourquoi je me reposais, etc. Mais voilà, encore une fois, cette inquiétude, quoi. Et donc, je pense plus à des moments
moments difficiles pendant la grossesse que après. Mais si je devais choisir un moment difficile, c'est peut-être personnellement le travail de Mathieu a fait qu'il n'a pas pu être aussi présent que ce qu'on avait prévu, que ce qu'il voulait au début en tout cas. Et donc ouais, se retrouver seul avec ce bébé, tu sais pas vraiment quoi faire, et puis parfois tu peux t'ennuyer, tourner en rond, un peu devenir folle chez toi, etc. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Donc la période nourrisson, surtout dans les moments où t'es un peu solo. C'est même pas que les journées peuvent paraître longues, parce qu'en réalité t'es pas mal occupé, mais petite angoisse de devenir folle quand même. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur? Est-ce que c'est le sommeil, l'allaitement, le baby clash ou le manque de temps? C'est le baby clash. C'est vraiment ce qui m'a paru le plus difficile parce que déjà c'était inattendu, c'était violent, en tout cas ça c'est arrivé un peu d'un coup quoi. Enfin pas d'un coup parce qu'en fait c'est un petit truc sur un petit truc sur un petit truc sur un petit truc, mais au moment où vraiment ça a un petit peu pété, que j'ai eu besoin d'en parler, de beaucoup communiquer, etc. Ouais, voilà, on s'y attendait pas et autant je restais très alerte à beaucoup de choses au niveau du bébé, au niveau de moi, de mon corps, de mon postpartum, etc. Et non, en fait, c'est le couple qui a été le plus impacté et le plus fragilisé durant l'année. Donc très personnellement, moi, le plus difficile et le plus inattendu, j'ai trouvé que c'était le baby clash. Est-ce que tu allaites toujours? Et si oui, est-ce que tu penses au sevrage? Alors, il y a une semaine, juste avant son anniversaire, je vous aurais dit que non, je ne pensais pas du tout au sevrage, j'en étais pas du tout capable, en tout cas j'étais pas du tout préparée, j'étais installée dans ma routine qui m'allait parfaitement bien. J'ai pas un grand projet d'allaitement très très long. Pour être très sincère, j'avais un petit peu dans ma tête un arrêt entre 1 et 2 ans. Mais en me disant, c'est pas que c'est plus proche des 2 ans que des 1 an, mais presque quoi. En tout cas, c'était pas pour demain quoi. Mais il s'avère que la veille de son anniversaire, ou 2 jours avant, elle s'est mise à faire la grève du sein. J'ai fait mes recherches, ça existe. Je peux vous dire que déjà que j'étais dans la nostalgie de son anniversaire, dans les émotions, etc. Et j'ai pleuré tout le week-end avant son anniversaire. Donc j'ai essayé d'un petit peu comprendre ce qui se passait. C'est rigolo parce que j'avais l'impression de voir le truc arriver durant la semaine. J'étais pas vraiment sûre qu'elle était très rassasiée avec mon lait, même si de toute façon elle a beaucoup de repas solides à côté. Donc voilà, ça se passait très bien. Elle dormait tout aussi bien pour autant. Donc je pense que ça allait, mais j'ai envie de dire que je voyais bien que ses apports étaient en train d'augmenter et que j'étais pas vraiment sûre que mes seins suivaient. Donc pour tout vous dire, je m'étais munie de lait infantile à la fin de la semaine en me disant on sait jamais pour le week-end. Les mamans, toujours s'écouter. Et oui, le samedi matin, elle n'a pas voulu de mon sein. Ça a duré toute la journée. Pareil le dimanche, je me suis dit ah ouais. Donc là j'ai parlé à beaucoup de copines qui ont été déjà comme d'habitude les mamans vous êtes des reines tellement bienveillantes déjà en me félicitant des 1 an d'allaitement et que c'était presque un peu un arrêt de rêve parce que même si pour un arrêt naturel c'était un petit peu inviolent et un tôt parce qu'on dit que le sevrage se fait un petit peu plus tard, mais l'arrêt de l'allaitement, le bébé choisit quoi. Donc j'étais comme ah oui, donc en fait vraiment tu es une grande fille, tu vas faire 1 an, c'est fini quoi. J'étais pas préparée. Franchement, je ne sais même pas qui est cette personne qui parle parce qu'il y a 1 an encore, j'étais en mode oui, je vais essayer d'allaiter, je sais pas si c'est trop pour moi, etc. Mais là, j'étais dans un état. Vous m'auriez vu préparer un biberon et lui donner. Lui donner. À cet âge-là, elle le tenait toute seule dans ses mains. Pour rappel, elle prend un petit peu de lait infantile chez ma maman quand elle est gardée. Donc voilà ce qui s'est passé, mais je me suis dit, j'étais sur le point d'avoir mes règles, il faisait très chaud. Elle faisait la grève, mais une grève, ça peut s'arrêter. Donc j'ai essayé de tirer un petit peu mon lait. Pour vous dire, il n'y avait plus rien. Donc vraiment, c'était moi. Je pense qu'à un moment, elle a vu qu'il y avait plus grand chose et que ça l'intéressait plus quoi. Et puis, depuis 2-3 jours, elle accepte juste le matin. Donc je tire un petit peu le soir pour stimuler parce que je voudrais pas que ça s'arrête. Mais là, on en est là. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer parce que je ne sais pas du tout si le corps est capable de juste donner une petite tétée du matin, du réconfort. Déjà que je suis pas en overproduction, j'ai peur que ce soit tranquillement le début de la fin. Et en même temps, pourquoi pas? C'est plus doux pour moi, très sincèrement. Elle va très bien avec son biberon. Mais c'est vrai qu'on est content de se retrouver le matin. Écoutez, là, si vous avez une expérience similaire, ça m'intéresse. Voilà, j'avais pas prévu de sevrage là, mais voilà où j'en suis là pour l'allaitement. Il y a une tétée au réveil et je stimule un petit peu avec mon tire-lait nomade le soir pour se dire que, parce que je sais que mon corps, avec 2 tirages ou 2 tétées par jour, il sait continuer quoi. Donc, on en est là. Comment avez-vous fait pour que votre couple aille mieux?
Comment est-ce qu'on a fait pour que notre couple aille mieux? Parce que c'est vrai que je vous avais parlé du baby clash qu'on a traversé, pas tout de suite, pas tout de suite. C'est vraiment, voilà, un petit détail sur un petit détail, un petit reproche sur un petit reproche. Moi, ma charge mentale qui grossit et à un moment, j'en ai eu vraiment ras la casquette. Et je vous ai fait un épisode de podcast sur le sujet, voilà, sur notre baby clash. Et pour vous dire, on va beaucoup mieux. Mais vraiment beaucoup mieux. J'ai tellement bien fait de vous parler de ce baby clash parce que vous m'avez partagé tellement de conseils, de lectures, de podcasts, d'exercices, de choses à mettre en place. Je vous ai d'ailleurs fait un deuxième épisode de podcast. N'hésitez pas à l'écouter, c'est une pépite. Je vous ai tout mis dedans avec déjà mes premiers retours pour ce que j'avais déjà testé, etc. Mais ça nous a fait un bien. Et vraiment, les 2 conseils qui se retrouvent en top et qui ont le plus fonctionné pour nous, c'est déjà de lister charge mentale et tâches ménagères et vraiment se prendre une ou plusieurs soirées pour diviser ça autant que l'on peut. Voilà, à 50-50 ou pas, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas, d'essayer de trouver un partage qui vous convienne. Et puis, la communication. Et la communication au bon moment. Voilà, pas se parler à travers une porte, pas se parler au moment où on s'engueule, pas se parler au moment où on ne s'écoute pas. Se poser en tête à tête, sans le téléphone, entendre l'autre, écouter l'autre, et puis aussi partager ce qui va pas. Et ça nous a sauvés. Et dites-vous qu'on arrive même à en rire aujourd'hui. Il y a quelques jours, je suis en bas et j'entends Mathieu qui n'arrive pas à choisir sa tenue, on doit partir, et il crie « Margot, t'as pas vu les vêtements que je veux mettre ?» Et on était morts de rire tous les deux. Donc on peut s'en sortir et je vous invite vraiment à écouter cet épisode de podcast. Est-ce qu'il t'arrive de perdre patience avec Fleur parfois? J'avais aussi envie de répondre à cette question parce que oui, je perds parfois patience avec Fleur. Alors, perdre patience, oui, ça a pu m'arriver d'être un petit peu énervée, de sentir que je suis à bout, etc. Mais plus que ça, je n'ai pas beaucoup de patience avec mon bébé. Et j'avais envie de vous en parler parce que si jamais vous vous sentez peut-être mal, si vous culpabilisez à l'idée de pas être aussi patiente qu'il ne le faudrait, ou même moi, je vois que je ne suis pas aussi patiente que Mathieu. Elle a un papa tellement patient, quelle chance elle a. Patient pour prendre le temps de lui donner à manger, patient pour prendre le temps de jouer avec elle, patient même quand elle est ronchon, etc. Moi, c'est vrai que parfois, je peux un petit peu appréhender les journées complètes avec elle, seule, en tête à tête. Et c'est rigolo parce qu'on ne prévoit pas du tout le même programme, lui et moi, quand on passe une journée seule avec elle. Moi, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'être en mouvement, j'ai besoin, si possible, de voir des gens, qu'on vienne me visiter, etc. C'est pas que j'angoisse d'être toute seule avec elle, mais je sais pas toujours trop faire, je sais pas jouer pendant des heures. Et je suis comme un petit peu rassurée quand je suis dehors ou que je vois des gens ou qu'on vient me voir. Et c'est pas que ça m'aide parce que j'ai pas forcément besoin d'aide, mais je sais pas, le tête-à-tête, parfois, je m'impatiente, je sais pas toujours faire. Ça existe. Et pourtant, j'aime ma fille et je ne voudrais pas du tout échanger ces journées-là, mais je n'ai jamais passé une journée entière sur son tapis d'éveil à jouer avec elle et à lui lire des histoires. Mais j'ai envie de dire, c'est ce qui est super avec notre couple, c'est que comme pour beaucoup de choses, on est très complémentaires. Et moi, je suis dans l'action, je lui fais à manger, je m'occupe de ce dont elle a besoin, je vais faire les courses pour elle, etc. Voilà, je suis vraiment dans l'action, je prends des rendez-vous, je fais des recherches pour savoir les prochains jouets dont elle va avoir besoin, les prochaines activités qu'on pourrait faire, voilà, qu'est-ce que c'est au niveau alimentaire, la prochaine étape, etc. Lui, il est dans le temps avec elle, la patience, etc. On joue, je lui lis des histoires, etc. Mais je préfère aller me balader, vous avez compris, être dans le mouvement. Et c'était même le cas durant mon postpartum, je l'ai compris après, c'est ce qui m'a aidé à pas sombrer, c'est que je n'étais pas faite pour poupouner pendant toute une journée, pas du tout. Alors, quel bonheur de s'endormir avec son enfant sur soi, d'allaiter, de la regarder dormir. Il y a plein de moments que j'adorais. Mais sur toute une journée, j'avais besoin un moment de la mettre dans la voiture, qu'on aille faire de la poussette au bord de la plage, qu'on aille voir une copine dans son magasin, de me mettre en terrasse avec du monde autour pour boire un petit café glacé. J'en avais besoin. Et je crois que j'ai mis un petit peu de temps à me l'avouer et à en parler. Mais en fait, on fait comme on peut. Et il y a plein de choses qui ont changé chez moi. Beaucoup de lâcher prise, je suis beaucoup moins dans le contrôle. Je suis malgré tout beaucoup plus patiente. En tout cas, je suis moins dans l'impatience où les choses doivent se faire comme ça, tout. Non, les choses, c'est vraiment maintenant à son rythme. Parfois, il faut annuler, s'adapter, etc. Ça, j'apprends. Mais je ne suis pas encore devenue la patience même. Et du coup, oui, je peux perdre patience avec mon bébé. Est-ce que tes priorités ont changé depuis que t'as ta fille? Et si oui, quelles sont tes nouvelles priorités?
Oui, mes priorités ont changé et si vous saviez comme j'aime travailler, je suis accro à mon travail. Voilà, il y a des gens comme ça. Ma passion numéro 1, c'est travailler. C'est très étrange, c'est comme ça que je me nourris. J'aime les journées chargées, j'aime avoir trop de choses sur ma to-do list, etc. Je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas me poser. Les vacances, ça m'angoisse. Je me force un peu à me mettre en vacances, à me prendre des jours off, à terminer plus tôt, etc. Je suis comme ça. Mais je le vois bien, mes priorités ont changé. C'est même rigolo rien que dans ma maison, puisque la première pièce que j'ai terminée, c'est la chambre de ma fille. La pièce qui n'est toujours pas, mais c'est même pas terminée, c'est que c'est une pièce blanche dans laquelle j'ai rangé des cartons, c'est mon bureau. Ça, c'est complètement fou quand même. Donc oui, mes priorités ont changé. Aujourd'hui, avant tout, je veux me réveiller tôt, avoir du temps avec ma fille, voilà, la déposer dès qu'elle est prête. J'essaye de terminer tôt. Je me prends minimum une journée par semaine avec elle. Le week-end, j'ai tellement changé avec ça. J'essaye de travailler au minimum. Je me force parfois un peu, parce que j'aime ça. J'aimerais créer plus de contenu le week-end, etc. Non, c'est elle la priorité, c'est certain. J'ai de toute façon une chance, c'est d'être à mon compte et d'avoir un métier le plus souvent assez flexible. Donc en plus, ça fonctionne super bien et je me rends bien compte que c'est une chance. Ça fait que je travaille quand même pas mal de fois, pour le moment encore le soir, mais c'est pas grave. Je préfère terminer tôt, avoir vraiment le gros 18h, 20h avec elle et m'y remettre après. Et parfois commencer un petit peu tard, 9h30, 10h et je me rattraperai plus tard. Ouais, elle est ma priorité, mais j'aime toujours autant travailler, donc je jongle pour arriver à faire les deux, à être partout. Mais ce qui est certain, c'est que les jours où je suis avec elle, il faut pas que je prévoie du boulot parce que je suis nulle part. À être partout, on est nulle part. Donc j'ai appris ça par contre, c'est que les journées avec elle, ce sont les journées avec elle et je préfère être concentrée avec elle le soir et retravailler plus tard après dîner par exemple. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans la maternité et la vie de maman, que peut-être d'ailleurs tu n'aurais même pas soupçonné? Très égoïstement, je crois, si je devais être très auto-centrée, ce serait la personne que je suis devenue grâce à ma fille, parce que je suis devenue une version bien plus chouette, je trouve, encore une fois, avec plus de lâcher prise, moins de contrôle, plus de patience, malgré tout, des priorités qui ont changé, donc voilà, j'arrive enfin à laisser un peu plus de place au perso par rapport au pro, et je suis décentrée. Moi, sans enfant, j'étais très, je pense que c'est normal, j'étais ma propre priorité, c'était très chouette comme ça, la vie m'allait très bien comme ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai tardé un petit peu, parce que j'étais comme, mais attendez, je suis bien trop ma priorité pour avoir un enfant, quoi. Et puis le jour où j'ai eu envie de fonder une famille, en fait, ça s'est transformé. Je me suis complètement décentrée et c'est presque reposant. Ça, c'est de la charge mentale en moins. C'est que c'est pas que je passe en second plan, parce que je considère que quand même, je m'écoute encore. Mes envies ont changé, donc évidemment que sur le papier, oui, je sors moins, j'ai moins de temps pour moi, j'ai moins de temps avec mon amoureux, etc. Mais ce sont aussi mes priorités profondes, mes envies qui ont changé. Donc pour le moment, ça me va très bien comme ça. Et donc, j'aime être décentrée et concentrée sur cette personne. Et finalement, quand même, pour répondre, ce que je préfère, et donc c'est parfait avec tout ça, c'est la voir grandir. En fait, j'avais jamais vu assez régulièrement un enfant pour réaliser à quel point c'était magique de voir grandir un enfant. Alors, il faut évidemment chaque mois dire au revoir à la version d'avant du bébé, c'est particulier. C'est toujours beaucoup de nostalgie, moi qui suis déjà beaucoup nostalgique, etc. Mais voilà, là, ce que je préfère, c'est ce que je suis devenue, le fait d'être décentrée, et maintenant juste la regarder évoluer. Dès qu'elle apprend quelque chose en plus, dès qu'elle ajoute un mot à son vocabulaire, dès que je découvre une nouvelle grimace, je suis émerveillée. Et vraiment, j'avais jamais eu l'occasion de voir assez régulièrement un enfant pour réaliser ça. Et puis, je sais pas si les gens le réalisent facile, parce que j'ai plein de copines qui la voient de temps en temps. Oh là là, elle a changé ça, maintenant elle sait faire ça, machin. Moi, j'avais pas ça. Mais là, sur mon enfant, je regarde tout. Je suis tellement dans l'observation avec elle et je la trouve merveilleuse. Voilà, ce que j'adore, c'est juste la regarder grandir. Est-ce que ça a été facile d'avoir des moments pour vous deux parfois? Alors déjà, ça n'est pas une question que je vais poser au passé, mais au présent. Est-ce que c'est difficile d'avoir des moments à deux et pas parfois tout court? Oui, c'est difficile. C'est difficile d'avoir des moments à deux, mais on n'en souffre pas. Alors, il faudrait pas qu'on arrive au moment où malheureusement on en souffre, donc on s'impose. C'est un peu le mot, parce que sincèrement, on aime être à trois. Mais voilà, on fait tout pour essayer d'avoir des moments à deux, un déjeuner quand dans notre emploi du temps professionnel, on a du temps, voilà, on essaye de déjeuner tous les deux, une fois par mois, se faire un dîner dès qu'on y arrive, mais on n'est pas très régulier. En fait, c'est très facile de ne pas avoir de moment à deux, très sincèrement. Donc si
vous en souffrez. Alors, je sais qu'on n'a pas tous de la famille, je sais qu'on n'a pas tous les moyens de s'organiser, etc., pour faire garder notre bébé, etc. Mais il n'y a pas que le soir, il n'y a pas que des soirées, il y a plein d'autres choses à s'organiser. Je pense des moments de qualité, réellement à deux. Et surtout, voilà, si vous me posez la question, si vous en souffrez, soyez créatifs, organisez-vous des moments à deux. Et nous, je sais qu'il ne faut pas qu'on attende de s'être perdu pour le faire. Donc, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit. Peut-être qu'on n'en a pas foncièrement envie, sauf que quand on le fait, ça nous fait beaucoup de bien. Les jours suivants, voilà, ça nous a rempli notre petite banque de petits moments d'amour. Et puis finalement, vu qu'ils sont beaucoup plus rares ces moments, on en profite, on les savoure beaucoup plus. Et puis je pense que pour ne pas se perdre et ne pas s'oublier, il n'y a pas que passer des moments, il y a aussi bien se parler, se complimenter, se faire des câlins, continuer à se faire des bisous quand on se croise dans la maison, etc. C'est continuer aussi à être doux avec l'autre, même quand on ne peut pas dîner ensemble et se faire un long dîner aux chandelles au restaurant, c'est pas grave. Je trouve que se retrouver, ça passe par plein d'autres choses. On est sur 2 séries en même temps. Imaginez, on n'a pas regardé de série pendant 1 an, là on est sur 2 en même temps. Voilà, même si parfois c'est pas parler, c'est pas... Voilà, juste on est dans les bras l'un de l'autre et on regarde une série et ça fait du bien, quoi. Donc oui, ça peut être difficile de se perdre un peu et de rien s'organiser et de voir le temps passer. Donc surtout si vous sentez que vous en avez besoin, organisez ça. Est-ce que tu es une maman inquiète, stressée, voire même angoissée? Eh bien, écoutez, je m'étonne moi-même, mais pas du tout. Alors que je suis pas quelqu'un de stressé et d'angoissé de base, mais comme je suis quelqu'un dans le contrôle, voilà, qui a du mal à lâcher prise, etc., je m'étais dit, puis de nous deux, Mathieu, c'est l'instinctif, c'est le rêveur, il est calme, il est doux. Je me suis dit, ça va être moi l'angoissée, ça va être moi la maman poule, ça va être moi, voilà, qui va m'inquiéter, etc., qui va avoir du mal à lâcher prise. Je m'étonne extrêmement, vraiment. Alors, du coup, il y en a aucun des deux qui est stressé et angoissé, mais tout se passe bien. On est des parents très très cool. Lui, j'avais pas de doute. Moi, que m'est-il arrivé? Surtout que ça partait très très mal parce que comme j'ai eu très peur au début de ma grossesse, avec tout ce qui s'est passé, etc., voilà, j'ai été stressée et angoissée tous les premiers mois. Donc je me suis dit, waouh, si je m'inquiète déjà pour elle alors qu'elle n'est même pas là, quelle maman je vais devenir? Vu ma personnalité et vu comment je vis ma grossesse, je vais être complètement angoissée. Pas du tout. Et en fait, c'est un super cercle vertueux parce que moins on l'est, moins elle l'est elle, donc moins on l'est, et en fait, on est tous les trois hyper cool. Mais si vous avez envie de me gifler, déjà je le comprends. Et en plus, sachez que je suis la première étonnée parce que ça n'est de base pas du tout qui je suis. Mais, encore une fois, le lâcher prise. Quand je vous disais que c'était le meilleur des conseils pour l'accouchement, mais aussi pour la grossesse, mais aussi pour la maternité, parce que du coup, c'est un cadeau à se faire, quoi. Donc, je n'ai pas trop de conseils à donner parce que je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir travaillé sur mon lâcher prise pendant la grossesse parce qu'aujourd'hui, ça a fait effet boule de neige. Et je l'ai fait pendant la grossesse parce que j'ai bien compris que je ne décidais plus de rien. Voilà, on comprend assez vite que la grossesse se passera comme elle se passera. S'il faut faire une pause, être alitée, ça arrivera. Si elle doit arriver en avance, c'est elle qui va décider. Est-ce qu'on sera malade, pas malade? On sait pas. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, alors va falloir arrêter de vouloir tout contrôler, programmer, etc. Ça marchera pas. Donc ça a été bizarre pour moi, genre très 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 bizarre et très différent de ce que j'ai pu faire pendant 36 ans. Je l'ai compris tout de suite, ça s'est imposé. Je me suis dit, d'accord. Et en fait, je crois que depuis, je suis en mode, d'accord. Mais est-ce que parfois tu regrettes ta vie d'avant? Pas du tout. Alors, je ne dis pas que comme par magie, quand on devient maman, on embrasse cette vie et que tout est facile. Je veux pas le dire parce que c'est évidemment que c'est pas vrai et il ne faudrait pas que des mamans, des parents qui regrettent un peu beaucoup leur vie d'avant culpabilisent parce que, en fait, les choses changent beaucoup. Donc, bien sûr que c'est possible. Mais si ça peut en rassurer certains, pour notre part, on ne regrette pas du tout notre vie d'avant. Alors déjà, faut dire que je pense que sans le conscientiser, on s'était un petit peu préparé parce que on sortait de moins en moins, on se réveillait de plus en plus tôt pour se coucher de plus en plus tôt. Alors évidemment, c'était une vie beaucoup plus spontanée, on était beaucoup dehors, voilà, on est notre seule priorité, etc. Ça change, donc je dis pas que notre vie n'a pas changé, mais voilà, on était peut-être dans une vie qui déjà ressemblait sur quelques points à ça, c'est-à-dire beaucoup de temps chez nous, beaucoup de temps déjà ensemble, plus de soirées en boîte de nuit, machin, tout ça, donc ça a peut-être un petit peu aidé. Cependant, beaucoup de choses changent, voilà, ce n'est plus nous qui décidons, entre guillemets, les choses, voilà, on fait les choses à son rythme, il y a plein de choses qui sont plus compliquées à faire, il y a des choses qu'on fait, type, voilà, ce week-end, on va aller à la plage, on a rendez-vous avec nos potes à 8h30, parce que vous comprenez, il va faire chaud et qu'après il y a la sieste, qui sommes-nous. Donc voilà, bien sûr que les choses changent. Et je ne sais pas comment c'est arrivé, mais si ça peut vous rassurer, ça peut se passer comme ça. En fait, ça nous convient bien comme ça. Et notre vie nous va hyper bien. Et si ça peut être un message positif, je le partage, c'est que on n'est pas malheureux. Et vraiment, on aime cette vie. Donc bien sûr que des fois, on tombe sur des photos de voyage, on était quand même punaise, ce voyage, trop à la
cool, on savait pas où on allait dormir, machin, voilà. Le prochain van trip, c'est sûr qu'il sera un peu plus organisé parce qu'on peut pas se décider à 20h30 de où est-ce qu'on va dormir, etc. Mais bah voilà, c'est notre nouvelle vie et ça nous convient très très bien. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment hésité à l'idée de faire des enfants, c'est que voilà, cette nouvelle vie, j'avais peur de ne pas l'aimer et j'aimais trop ma vie d'avant, etc. Et en fait, à partir du moment où j'ai décidé, parce que Mathieu lui était déjà prêt, de fonder une famille, je crois que je savais tout ce que ça voulait dire et j'ai attendu d'être prête pour tout ça. Est-ce que tu arrives à retrouver la toi d'avant ou est-ce qu'elle a disparu derrière la maman Margot? C'est une question qui est rigolote parce que, alors évidemment, on peut ne pas encore s'être retrouvé. Là, je considère, voilà, au bout d'un an, petit à petit, on se retrouve. Et là, au bout d'un an, peut-être qu'il y a encore mieux, mais je me sens vraiment, vraiment super bien. Donc, je me sens comme m'être retrouvée. Et j'ai l'impression que là, un nouveau chapitre va commencer avec toutes mes petites vies, quoi. Hein, si on était dans un petit jeu, il y a toutes mes petites vies. Pour autant, est-ce que c'est le même personnage que celui avec lequel je jouais il y a 2 ans avant ma grossesse? Peut-être pas exactement. L'enveloppe est là, mais c'est comme si on doit continuer sur le jeu, c'est le même personnage, mais j'ai des petites options en plus. J'ai changé, j'ai évolué, je suis maman, avec tout ce que ça implique. Voilà, je ne suis plus ma propre priorité, je pense autrement quand je m'organise. Il y a des choses pour lesquelles je ne polémique plus, je ne me bats plus, je m'en fous. Il y a d'autres sujets maintenant qui m'animent beaucoup plus, etc. Donc je me suis retrouvée, je me sens moi, mais déjà je me sens beaucoup plus alignée. Alors je suis pas là en train de dire devenir maman, et c'est vraiment le truc pour se retrouver, enfin pour se trouver en tant que femme, etc. Non, on n'embrasse pas tout le projet de la même façon, on est bien d'accord. Mais moi j'avoue que l'arrivée de ma fille, et encore une fois peut-être le fait de m'être un peu décentrée de moi-même, a fait que je me suis par contre un peu alignée. Je me sens vraiment bien. Mais je me sens différente aussi parce que beaucoup de choses ont changé. Donc de toute façon, j'étais pas dans l'attente absolue de me retrouver exactement comme j'étais avant. Je pense que j'ai assez vite compris que ça n'était pas possible et y a pas de souci avec ça. Je pense que ça peut faire du bien de lâcher un petit peu ce projet et de découvrir qui en réalité on est devenu sans être là à attendre de revenir au personnage qu'on était avant il y a 2 ans. Mais peut-être que parfois c'est un petit peu difficile parce que tu sens bien qu'il y a un décalage qui se crée avec certaines personnes de ta famille, avec des amis, peut-être que tu t'éloignes, mais regarde aussi avec qui tu te rapproches. Ça peut être assez beau aussi, les nouvelles amitiés ou des amitiés qui étaient moins fortes avant et qui le deviennent. Donc oui, parfois il y a peut-être des gens autour de toi qui attendent de retrouver la personne que tu étais, mais je crois qu'on change un peu à jamais. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur les méthodes que tu as mis en place pour les siestes, les nuits de fleurs depuis ton rendez-vous? Le sommeil d'un bébé, c'est un grand sujet et c'est pour ça que j'ai jamais trop osé en parler parce que déjà je pense que c'est très énervant d'écouter le témoignage de parents pour qui ça se passe plutôt bien. Mais aussi parce que j'avais très peur qu'on se porte la poisse, donc voilà, j'en parlais pas trop. Mais pour vous parler de notre expérience, assez vite, et je vais vous expliquer un petit peu comment on a fait, mais assez vite, elle dormait vraiment bien la nuit. À 4 mois, au moment de la diversification alimentaire, elle a voulu une tétée durant la nuit, vraiment régulièrement, voilà, toutes les nuits à 2h du matin. Donc je me suis dit, bon, à choisir, j'aurais peut-être décalé un petit peu la diversification alimentaire, peut-être à 5 mois, pas de beaucoup, mais voilà, j'ai bien senti que ça avait mis un petit peu le bazar. Mais bon, du coup, depuis ces 4 mois, elle tétait une fois par nuit. Mais bon, pour un bébé allaité, une fois par nuit, je me considérais très chanceuse, quoi. Et en fait, comment ça a commencé? Vers, je sais plus, 8 mois, je crois. Elle faisait, par contre, elle dormait très bien. Elle était pas du tout angoissée par le sommeil, etc. Mais on n'avait jamais tenté les siestes dans son lit. C'était toujours en poussette ou en porte-bébé. Ça marchait bien comme ça. On cherchait pas midi à 14h, voilà. Et puis à un moment, tu te dis, déjà, elle dormait très peu. Je sais pas si c'est un rapport, mais dans la poussette, en porte-bébé, elle dormait 30 minutes tout pile. Donc déjà, je trouvais ça un peu court pour elle, même si elle était pas ronchon, mais je me disais quand même, là, à 8 mois, elle serait capable de dormir plus. Et puis si ça pouvait me libérer les bras et un petit peu de temps, voilà, je pourrais faire des choses à la maison, etc. durant les siestes. Donc j'ai eu envie qu'elle découvre son lit aussi pour les siestes. Et je me disais, on doit pas être très loin que ce soit possible parce que les nuits se passent bien, les endormissements se passent bien, et on commençait à tenter un petit peu de la mettre au lit dans un moment de somnolence mais pas complètement endormie. Donc voilà, on essayait de tenter un endormissement plus ou moins autonome, mais ça commençait à marcher bien, donc je me disais on n'est pas loin. Et là, on a fait appel à une conseillère en sommeil, je sais pas comment on dit, donc sur Instagram, elle s'appelle Le Guide des Darons. Je l'ai trouvée super, hyper bienveillante. On lui a expliqué exactement là où on en était, et en effet, elle a pressenti qu'on était sur la bonne voie, elle nous a donné des petites astuces, ajustements, etc. Et on a tenté l'aventure, donc c'est-à-dire que le matin, tout comme l'après-midi, j'ai aussi mis des petits conseils
conseils de copines, des choses que je sentais, mais on fermait les volets. Je sentais qu'elle dormait bien dans la nuit. Je sais qu'on dit qu'il faut faire la différence entre le jour et la nuit. J'avais pas de doute qu'elle fasse la différence entre le jour et la nuit, puisque la nuit, elle dort, alors qu'au moment des siestes, elle a ses petits cycles de 30 minutes, donc j'avais pas de doute. Donc je l'ai mis dans le noir complet, donc je le faisais avec elle. Une petite musique, un petit doudou sur lequel on tire. La sucette, voilà, c'est le seul moment où elle a la sucette, c'est pour l'endormissement. Et je lui parlais beaucoup, je la rassurais, etc. Je lui expliquais, je suis à côté et je la couchais. Et j'essayais aussi que ce soit au bon moment, au premier moment de se frotter un peu les yeux, mais j'attendais pas trop, parce que sinon c'est un peu trop tard, et quand c'est trop tôt, c'est trop tôt. Donc voilà, j'ai appris tout ça. Des fois, je devais y retourner, la rassurer, des fois même l'endormir au bras et la coucher. On s'est donné du temps. Par contre, faut pas lâcher. Quand tu commences le projet, à partir de là, on n'a plus jamais testé en porte-bébé, quoi. C'était comme ça maintenant. Et très vite, ça s'est mis en place. Non seulement ça s'est mis en place, mais elle a découvert petit à petit l'endormissement autonome. Au soir aussi, du coup, tout s'est mis en place en même temps. Et elle s'est mise à dormir plus. Aujourd'hui, on la pose dans son lit, il faut que ce soit au bon moment, etc. On lui explique, etc. Elle s'endort toute seule, matin, midi et soir. Il y a des moments, c'est moins facile, il y a des moments, il faut y retourner, il y a des moments, elle n'a pas du tout envie, bien sûr, mais le plus souvent, elle s'endort toute seule, et parfois elle dort. Bon, les 30 minutes, c'est presque plus jamais, 45, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Les 2 heures, c'est nouveau, ça aussi, ça met du temps. Vous voyez, ça c'était il y a 4 mois, petit à petit. Le temps des siestes, de toute façon, ça évolue. J'imagine qu'on est sur le point de peut-être abandonner celle du matin, donc voilà, ça évolue. Ça a mis du temps à se mettre en place, etc. Et de toute façon, chaque enfant est différent. Mais même si on a beaucoup tardé pour les siestes dans le lit, rien n'est jamais trop tard et ça se passe super bien. Et donc pour rappel, les nuits se passaient vraiment bien les 4 premiers mois. Ensuite, pendant 6 mois, voilà, il y avait une tétée par nuit. Et là, depuis 2 mois, il n'y a plus de tétée la nuit. Donc voilà, elle refait ses nuits depuis 2 mois. Je l'explique pas trop, j'ai pas la méthode magique, mais je vous partage quand même ce qu'on fait. Si j'avais une méthode magique, j'écrirais un livre et je serais richissime, vous vous rendez bien compte. Mais depuis qu'elle est née, on est vraiment dans le rituel. Donc voilà, il y a vraiment un rituel d'endormissement et c'est toujours son papa qui la couche. Évidemment, s'il n'est pas là, je le fais. S'il n'est pas dispo, je le fais. Mais voilà, le papa, c'est son pilier de réassurance et il prend le temps, encore une fois, il est patient avec son rituel, etc. Et elle n'est pas du tout stressée par l'endormissement. Et c'est un moment qui n'est pas compliqué. Donc voilà, c'est son papa qui s'en occupe. Très vite, elle a dormi seule dans sa chambre. C'est pas un conseil, on vous dit comment nous on a fait, c'est très perso, mais ce qui fait aussi que voilà, on l'a très vite rendue finalement autonome au niveau du sommeil. Et puis on essaye toujours, là aussi pour le soir, de pas la coucher trop tôt ou trop tard. Et Fleur ne s'endort pas au sein. Alors évidemment, je l'ai fait au début. La priorité était qu'elle dorme, qu'on dorme. C'est tentant, c'est tellement plus simple d'endormir un bébé au sein. Mais ensuite, j'ai essayé de faire la différence entre une tétée nourricière et une tétée de réconfort ou pour s'endormir, pour qu'elle n'associe pas endormissement et sein, déjà pour que Mathieu puisse se débrouiller sans moi, mais aussi parce que je voyais bien que le sommeil, les cycles d'un bébé étaient fragiles. Je voulais qu'elle puisse se rendormir toute seule, sans moi, sans le sein. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a mis en place assez vite. Et c'est un enfant qui mange bien, qui mange avec appétit, qui mange jusqu'à plus avoir faim. Donc j'imagine aussi que durant la nuit, il n'y a pas de moment pour manger. Évidemment qu'il y a des moments où, parce qu'il y a des cycles, il y a plein de cycles chez un bébé, donc il y a des moments où elle hurle, il y a des moments où elle pleure. On commence vraiment à bien connaître les cris, donc il y a des moments où on n'y va pas, il y a des moments où on attend, il y a des moments où on y va, mais on évite de trop la sortir pour la réveiller, machin et tout. Là, je vous parle, elle a 1 an, à l'époque, évidemment, qu'on consolait beaucoup notre bébé, etc. Mais au bout d'un moment, voilà, elle grandit, on sent qu'elle n'est pas stressée, on reconnaît les cris, etc. On y va, juste pour une petite caresse, juste pour une petite chanson. Ça peut arriver dans la nuit, évidemment. Quand je vous dis qu'elle fait ses nuits, c'est qu'elle ne mange pas pendant la nuit, elle n'a pas de temps d'éveil pendant la nuit, mais il peut y avoir des petits cauchemars, un petit moment où il faut y aller, la rassurer, un petit câlin, ça peut encore arriver. Cette nuit, il y en a eu 0, il y a 2 nuits, il y a eu une crise, elle a hurlé à 1 heure du matin, elle a eu très peur de quelque chose, je sais pas quoi, il y a eu 10 minutes de câlin. Donc oui, le sommeil du bébé, c'est pas facile, mais ça peut parfois plutôt bien se passer et on est vraiment content d'avoir fait appel au guide des darons pour ajuster tout ça et comme quoi c'était pas trop tard et aujourd'hui elle fait la sieste toute seule dans son lit. Comment est-ce que tu gères les comparaisons entre les bébés concernant toutes les étapes? J'en ai rien à foutre. Alors vraiment, c'est un jeu auquel je ne joue pas avec vous. C'est simple. Déjà de base, je ne suis pas du tout compétitrice, mais en plus je pense que c'est ultra malsain de le faire avec les enfants. Et en fait, j'ai mes petites réponses, même pour rassurer des copines qui peut-être ont toujours le bébé dans leur chambre, dans leur lit, etc. En fait, je dis toujours, vous connaissez des adultes qui, à 35 ans, mangent encore tout mixé? Non. Vous connaissez des adultes qui dorment avec leurs parents? Non, évidemment que non. Et en fait, chaque enfant est différent
et je pense que personne ne sait mieux quoi faire que ses propres parents. Donc voilà, s'il a besoin de plus de temps, d'être plus rassuré, si vous avez besoin de tous dormir dans la même chambre, etc. Et puis surtout, je m'en fiche de ce que vous faites à la maison, donc venez pas comparer avec les vôtres. Ah mais moi à cet âge-là, il y avait plus de cheveux, elle marchait déjà, elle dit que papa, maman... Stop, je m'en fous. À qui elle ressemble le plus? Je m'en fous. Elle ressemble à elle et elle a son rythme à elle. Est-ce que tu t'es vraiment retrouvée? Est-ce que je me suis vraiment retrouvée? Bon, mais je pense que j'y ai répondu plus tôt. Oui, je me suis vraiment retrouvée. Et pour ma part, je l'ai vraiment ressenti. Alors à 100%, c'est compliqué à dire, mais en tout cas pleinement, là, très récemment, il y a quelques jours. Il m'a fallu 1 an pour que là, je me dise « Waouh ». Le mot retrouver, c'est peut-être pas le bon parce que à nouveau, je ne suis plus la même personne, mais c'est pas l'impression de sortir la tête de l'eau parce que je me sentais pas couler, mais j'avais donné cette image de nouveau chapitre. Là vraiment, depuis quelques jours, on démarre un nouveau chapitre. On quitte la période bébé nourrisson, je pense que c'est un peu ça aussi. On se retrouve en tant que couple, ça le verbe et le mot, on se retrouve en tant que couple. On est dans un bon rythme, je suis à l'aise, je suis pas avec des questions à pas savoir ce que je fais, etc. Encore un peu pour plein de sujets, mais voilà, pas comme il y a 1 an où vraiment je ne savais pas changer une couche. Je suis confiante et ça fait du bien. Ressens-tu un coup de vieux depuis que tu es maman? Alors, évidemment, je vois les années passer et voilà, je sais bien que je vais sur mes 38 ans, etc. Mais je pense que je serais dans le même mood si j'avais pas d'enfant. C'est pas ça. Mais par contre, le temps passe beaucoup plus vite avec un bébé. C'est lunaire. C'est hyper chiant que tout le monde te répète ça. Moi, depuis des mois, oh là là, le temps passe vite, profite. Mais tu crois que je fais quoi? Je suis pas partie en tour du monde pendant 1 an. Évidemment que je profite. Mais le temps passe et je peux rien y faire. Et faut lâcher un peu ça parce que c'est pas facile oh là là, qu'est-ce que le temps passe vite, c'est vrai. Et les bébés grandissent très vite. Donc c'est pas que j'ai un coup de vieux, mais je suis plus dans la nostalgie qu'avant. Je suis plus à observer ce temps qui passe et qui file. Donc c'est pas que je sens un coup de vieux, c'est que je me sens comme un peu plus sage et un peu plus adulte. Voilà, c'est pas un coup de vieux, parce que voilà, je me sens une jeune maman, je suis en forme, etc. Mais je me sens assagie, je me sens adulte. Est-ce que tu aurais aimé avoir ta petite Fleur plus jeune? J'ai donc accouché à 36 ans. Absolument pas. Je vous explique. Je vais quand même nuancer. Je n'étais absolument pas prête avant ça. Donc en fait, ça sert à rien d'être dans le regret. Je n'étais pas prête. Je ne savais absolument pas si je voulais avoir des enfants. J'étais moins mature, moins sage, etc. Je ne dis pas du tout qu'il faut avoir des enfants tard, mais personnellement, je suis très contente d'avoir eu des enfants. C'est pas une question d'âge. Quand j'étais prête. Ça n'aurait pas du tout été la même aventure il y a quelques années. Je peux vous le certifier. Donc très contente de m'être écoutée, d'avoir pris le temps et d'avoir fait un enfant parce que je le souhaitais très fort. Après, alors que je ne sais absolument pas si je veux avoir un deuxième enfant, mais j'ai quand même envie de vous le dire, il y a une partie de moi qui me dit « Et si j'avais fait des enfants beaucoup plus tôt? Est-ce que j'en aurais pas fait 2, 3, 4 ? Peut-être. Est-ce que si j'avais pas fait des enfants beaucoup plus tôt, j'aurais pas pu aussi avoir le choix de prendre beaucoup plus de temps pour faire un deuxième? J'ai pas 50 ans, hein. Mais voilà, je vais avoir 38 ans, je vais pas attendre 10 ans entre mes 2 enfants. C'est en tout cas pas mon souhait. Forcément, voilà, le fait de l'âge me fait me dire, bon, je ne pourrais pas savoir si j'étais faite pour en avoir 5 et je ne pourrais pas décider de faire 3 enfants en 20 ans. Ça, c'est sûr. Mais en fait, c'est mon histoire. Et sincèrement, je pense, la meilleure version d'une maman que je pouvais être versus si moi, j'avais fait des enfants beaucoup plus tôt. Donc, c'est mon histoire et c'est très bien comme ça. Et même Mathieu, qui était prêt depuis très longtemps, le reconnaît. Voilà, on est très content d'avoir attendu, rien que nous, pour se connaître encore mieux, pour vivre plein de choses à deux aussi. Hein. Mieux se connaître nous, personnellement, et mieux se connaître en tant que couple aussi. Donc non, pas de regret. En sachant maintenant ce que c'est, quand tu hésitais, aurais-tu pu regretter de ne pas être maman? Pas du tout. J'aurais pas regretté de ne pas être mère parce que j'aurais en fait jamais su ce que c'était. Donc en fait, on ne peut pas regretter ce qu'on ne connaît pas. Et en fait, je réfléchissais à tout ça. Je me souviens ce à quoi je pensais et comment je voyais la maternité à l'époque. Et si j'avais finalement décidé de ne pas faire d'enfant, je serais restée avec ces idées-là et j'aurais très bien su pourquoi je ne faisais pas d'enfant. Donc je pense qu'il y aurait peut-être eu des moments plus difficiles, peut-être, hein, j'en sais rien, mais en fait, j'en souffrais déjà pas à l'époque et je pense que j'en aurais pas souffert par la suite. Donc là, tout de suite, je suis très heureuse de mon choix et de finalement avoir décidé d'avoir un enfant parce que ça me plaît, mais je n'aurais jamais pu être dans le regret parce que ça, je ne pouvais pas l'imaginer. Donc non, je pense que j'aurais pas regretté mon choix.
Que dirais-tu à la Margot qui avait peur d'être mère? Franchement, je serais pas du tout là à essayer de la convaincre. Ça m'émeut parce que c'est étrange, parce que là, vous diriez, dis-lui qu'il faut foncer, que c'est trop génial. Mais en fait, il y a 2 ans, elle n'est pas du tout prête à entendre ça. Elle a peur, elle hésite, elle a beaucoup d'angoisse, des blocages. Donc, je vais pas lui dire, mais c'est génial, vraiment, aujourd'hui t'es heureuse, t'es épanouie, c'est merveilleux d'avoir un enfant. C'est pas ça qu'elle a envie d'entendre. Elle est pas prête à ça et bon, de toute façon, la Margot du futur ne peut pas lui parler. Donc, mais par contre, avec toute ma bienveillance, je lui dirais, écoute, si t'as besoin de temps, prends le temps, ne te presse pas. Et si tu sens qu'il y a ce projet de maternité en toi, peut-être très très loin, derrière des peurs, derrière des angoisses, derrière des blocages, travaille sur ça et puis tu verras après. Ne te force pas dans l'état et sois douce et surtout ne fais pas d'enfant pour la société. Ça, c'est non. Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.